traiterons essentiellement des défis sécuritaires, nous traiterons de comment les opérateurs miniers relèvent le défi de l'exploiter dans le contexte actuel au Nord Kivu et à l'Est en général. Nous traiterons de la traçabilité des minéraux congolais vers le marché mondial. Nous traiterons également des pistes de solutions pour une paix durable et comment encourager les investissements. Ce sera essentiellement des propositions. Comment encourager les investissements nationaux et internationaux dans les secteurs dans notre région. De l'Eurobank que je représente ici, je tiens à remercier et à féliciter les organisateurs de cet événement qui vise à promouvoir le développement économique et social du Grand Kivu à travers le secteur minier. Parmi ces obstacles et ces problèmes que nous connaissons tous, ce sont des causes. Et parmi ces causes, nous avons bien sûr les causes qui occasionnent les défis. Nous avons premièrement les causes du prétexte de la guerre. La deuxième cause, nous avons le problème de gouvernance. Et enfin, il y a le partage équitable du gâteau congolais entre les grandes puissances. Le projet prévoit quelques objectifs stratégiques qui ne sont pas, la liste n'est pas exhaustive, mais nous avons quand même relevé des objectifs stratégiques, parmi lesquels le premier, c'est la plus-value réalisée permettra d'assécher les réseaux de contrebande organisés par les Rwandais. Avec cet objectif stratégique, nous pouvons parvenir à atteindre la plus-value et assécher la contrebande dont nous sommes en train de décrier tous et ce que nous vivons actuellement. Et le deuxième objectif stratégique consistera au positionnement de la RDC en haut de la chaîne de valeur qui créera une dépendance stratégique des consommateurs finaux vis-à-vis de la RDC, notamment dans l'industrie de l'aéronautique, de la défense, de la nouvelle technologie de l'information et de la communication, de l'électronique et de l'industrie médicale. Et enfin, pour y parvenir, le projet aura besoin nécessairement de la paix et de la sécurité, gage de la stabilité et du développement en territoire de Massissi dans la province du Nord Kivu. Et cela, Congo Fair Mining va essayer d'appliquer sa devise qui s'intitule « We mine for the better future ». Donc, nous savons tous que ça ne sera pas facile pour y arriver. Mais avec la grâce de Dieu, nous y croyons et nous y parviendrons. Alors, il nous a été demandé de parler de la traçabilité des produits miniers marchands. Alors, nous allons évoquer ce point en rapport avec les missions qui sont confiées à Ségus par l'État congolais et dans l'apport des Ségus dans la traçabilité des produits miniers marchands. Le GIS est une plateforme qui traite l'ensemble des trafics. Nous avons plusieurs sortes de trafics et l'ensemble de ces trafics-là est pris en charge par les GIS. Et les GIS apportent aussi l'interopérabilité, c'est-à-dire une interconnexion avec tous les acteurs intervenant dans les circuits du COMEX extérieur. Enfin, le GIS est une plateforme qui prône l'environnement zéro papier, parce que nous avons dit que c'est une plateforme électronique, alors tout se fait de manière électronique et le GIS vise la simplification des procédures. Alors, les bénéfices clés à l'utilisation du GIS, sa mission, c'est de dématérialiser, de centraliser toutes les démarches. Ça veut dire toutes les procédures qui jadis étaient matérielles, ces procédures-là ont été dématérialisées avec l'arrivée du guichet unique intégral du COMEX extérieur. Deuxièmement, obtenir des documents authentiques. Alors, les documents délivrés par le GIS sont des documents authentiques que les acteurs obtiennent dans la plateforme du guichet unique. Troisièmement, nous avons le gain de temps. Et quatrièmement, nous parlons du reporting sur le coût, c'est-à-dire l'opérateur économique a la possibilité de voir tous les coûts qu'il a dû payer en rapport avec l'exportation ou l'importation de sa marchandise. En ce qui concerne les pistes de solutions pour une paix durable et comment encourager les investissements dans les secteurs de mines,
En tant que secteur privé, nous avons l'exigence d'analyser d'abord les risques liés à notre chaîne d'approvisionnement, conformément aux exigences du guide de l'OCDE. Vous savez que c'est depuis 2000 que le Conseil de sécurité avait désigné le premier panel du groupe d'experts des Nations Unies pour enquêter sur les allégations faisant état du pillage de ressources naturelles à l'est de la RDC, à une époque bien connue où il y avait la rébellion du RCD Goma, ici dans la partie est, et les autres mouvements rebelles. Et c'est à l'issue de la publication du premier rapport de ce panel en octobre 2003 qu'il a été établi clairement qu'il y a un lien direct entre l'exacerbation du conflit armé à l'est de la RDC et la quête du contrôle de ces ressources. Et c'est presque un cercle vicieux qui était démontré dans ce rapport, parce que d'une part, il y a des acteurs, il y a des belligérants au conflit qui ont besoin de s'approvisionner ou de contrôler l'exploitation des ressources minières pour avoir suffisamment de ressources et continuer à financer les conflits armés, pour continuer à contrôler. Et cela a coïncidé malheureusement ou heureusement avec le boom du coltan en 1999. Et depuis lors, de plus en plus des opérateurs économiques, que ce soit au niveau national, régional et international, ont eu beaucoup de réserves avant de s'approvisionner dans les zones de conflit. Nous aussi, on doit avoir cette intelligence stratégique. On dit que nous sommes premiers producteurs du cobalt. Qu'est-ce que nous faisons du cobalt pour faire bouger les lignes au niveau international? Voilà cette intelligence économique que nous devons développer en interne pour éviter des fois d'être victimes de certains conflits. Quand on dit que nous sommes un pays riche en coltan, qu'est-ce que nous faisons pour sécuriser nos mines de coltan? Nous devons les cartographier, connaître que telle région ici est riche en telles ressources naturelles, c'est une ressource stratégique. Nous devons tout faire pour éviter, par exemple, que des groupes non étatiques puissent prendre le contrôle de cette mine, sinon c'est la RDC qui est perdante. Voilà ces genres d'interactions sur lesquelles, de réflexion sur lesquelles on doit beaucoup travailler pour mettre notre pays à l'abri de menaces. Mais qu'on ne se fasse pas d'illusions, nous sommes l'objet de menaces, on le sera et on continuera à être l'objet de menaces, mais c'est à nous de nous prémunir. La liste des documents et procédures que vous nous avez présentés, le temps sur lequel vous nous l'avez présenté, si je dirais qu'elle n'est pas exhaustive, donc toutes les procédures ne sont pas numérisées. Est-ce que cette numérisation partielle des procédures et des démarches pour l'exportation ne serait pas un problème aussi qui ne sera pas une solution du problème que vous cherchez à résoudre, mais aussi un problème de plus pour les acteurs du secteur minier? Je l'adresse à vous comme présidente de la Chambre. En fait, je sais que la Chambre est respectueuse de la loi et notamment aussi de toutes les dispositions avec l'exploitation minière. Alors ma question était la suivante. Vous avez évoqué notamment des panels. Dans toutes ces enquêtes et des panels des Nations Unies, on parle et on déplore le travail des enfants dans les mines. Et comment faites-vous pour pouvoir éviter ou identifier les minéraux provenant des mines où on utilise la main-d'œuvre des enfants? En fait, c'est dans le même cadre d'idée que mon frère vient d'évoquer. Par rapport à la construction d'une usine à Kabimba, ou bien à Sake, si on peut parler dans ce sens. Quand il parlait, il a fait allusion à la production des sels des minéraux de Tantale. Bon, moi je me dis, pourquoi ne pas aller jusqu'au produit final? Vous dites juste que nous allons produire et aller jusqu'à produire les sels du Tantale.
je pense qu'il serait mieux de valoriser les minéraux congolais au Congo. Puisque quand on continue avec ce même type d'idées, c'est comme si, disons, nous sommes réduits. Je vais prendre une autre société que nous connaissons ici au Nord Kivu même, qui produit des tonnes et des tonnes de minéraux, mais il se limite juste à la concentration. Vous aussi, vous risquerez de vous limiter juste, disons, à la concentration et vous allez vendre les produits ailleurs pour qu'on puisse aller, arriver à produire les produits finaux ou les métals dans un autre pays. Et pourtant, nos amis qui bossent fort pour, disons, l'entrepreneuriat, ont besoin qu'après qu'ils aient utilisé leurs idées, que les jeunes Congolais trouvent du boulot. Madame, en tant que présidente de la Chambre de mines, êtes-vous fière de la nature et des objectifs des entreprises minières du Nord Kivu, sachant que la majeure sont des entités de transformation, d'achat, des transformations, d'exportation, au lieu que ce soit de grandes entreprises d'exploitation minière? Et ma deuxième préoccupation, c'est au professeur, à propos de causes des défis que vous avez à démontrer. Est-ce que parmi les causes, n'avez-vous pas pensé de la corruption, qui n'a pas été évoquée, mais également l'absence du patriotisme et enfin la faiblesse institutionnelle? Je vois que la structure de votre partenariat est à 70% couvert par une coopérative et à 20% par Sakima, qui est une société de l'État congolais. Est-ce que vous avez des facilités pour accéder à un financement? Parce que vous nous parlez de relever le défi pour aller vers l'industrialisation. J'ai vu les quantités 700 à 2300 tonnes que vous avez évoquées dans les statistiques de production. Est-ce que vous avez une idée au moins de ce que ça peut coûter que d'installer une usine et ça peut vous coûter combien? Est-ce que vous avez les moyens sur place ou bien vous avez une banque qui vous accompagne ou bien vous allez recourir aussi à des financements extérieurs qui ont été à la base de, je peux appeler, d'une forte pénétration de notre industrie minière au niveau du Katanga par les sociétés étrangères, de telle sorte que aujourd'hui, nous en sommes à 1,6 million de production de cuivre et nous n'avons pas les recettes qui suivent. Alors qu'en 1985, la GECAMINE avait atteint que 487 500 tonnes de cuivre et financé tout l'État congolais à hauteur de 60% avec cette production. Le prétexte de la guerre ici, c'est quoi exactement? C'est comme nous l'avions dit quand on est exposé, c'est un problème d'accord. Ça, c'est un prétexte. Quand on dit le respect des accords du M23, du 23 mars 2009, le respect des accords de l'Omera de 1994, ça, c'est un prétexte. Le grand problème, c'est quoi? Aujourd'hui, si et seulement si que le Congo arrive à mettre en place, et ils ont mis en place un gouvernement, faut-il voir ensemble avec toutes les grandes institutions, entre autres le Parlement? Quand le Parlement voit que les accords qui ont été signés par tel gouvernement peuvent être modifiés ou revisités, si et seulement si que le pays ne rencontre pas son assentiment ou son intérêt, les accords peuvent être revisités ou les accords peuvent être aussi annulés. Le problème de la guerre de la République du Congo, le respect de la guerre, ne respecte pas les accords, ça c'est juste un prétexte. Mais le vrai problème est ailleurs. Quand on nous fait la guerre, je pense que vous n'êtes pas sans oublier, et surtout que vous êtes ici à l'Est, quand ce n'est pas un secret pour chacun. Quand le président Kagame, l'année passée, il est arrivé au Togo, dans son discours, il a parlé que non, si nous on fait la guerre, c'est parce qu'il y a ceci, nous devons revisiter les frontières. Mais où est le problème du texte? C'est qu'il y a un anguille rouge dans tout ce qui est sur le problème de la guerre.
C'est ça nous appelons le prétexte. C'est qu'il y a quelque chose qui est caché, mais on a le prétexte de la guerre. Alors, ce qu'il faut savoir ici, bon, il y a des sortes d'usines que j'ai évoquées. Il y a l'usine des concentrés, des tantales. C'est cette usine-là qui doit être, je crois, implantée au niveau du site à Roubaïa. Tandis que l'usine de transformation en sel de tantale, ça, nous avons donné deux options. Il y a la première option, c'est de l'installer soit à Sake ou soit à Kabimba. Pourquoi? Parce que bon, ces usines, normalement, ce sont les usines qui viennent après les usines de transformation. Et l'objectif de ces usines, c'est pour produire les sels de tantale. Lorsque nous avons déjà les sels de tantale, donc c'est supposé que nous avons déjà une plus-value de notre production, et dans la chaîne de valeur, nous avons déjà donc augmenté les niveaux de la chaîne de valeur. Le sel de tantale est déjà prêt à vendre aux consommateurs finaux qui doivent directement l'utiliser pour la fabrication soit des condensateurs, etc. Alors, pour la question de M. Papi Mouniaka, alors, lui parle qu'il y a beaucoup de documents. Alors, je vais vous répondre en disant que Ségus ne donne aucun document. En fait, Ségus, c'est une plateforme, comme je l'ai dit, et cette plateforme est utilisée par les différents acteurs. Alors, ce sont des documents qui existent déjà. Si vous parcourez le manuel de traçabilité, il y a tous ces documents qui sont listés. Alors, le gouvernement a demandé à Ségus de pouvoir dématérialiser tous les documents qui sont exigibles à l'import comme à l'export des marchandises. Donc, c'est un processus que nous menons et il y a des documents qui sont déjà dématérialisés. Et M. Papi, je dirais que Ségus ne donne aucun document. Ce sont les documents qui existent déjà que le gouvernement congolais a demandé à Ségus de pouvoir dématérialiser. Merci. Ce que le gouvernement devrait faire, nous comme opérateurs, quand on s'abstient de s'approvisionner actuellement à Roubaï, à Ngungu, partout, à Kibabi, vers Massissi Centre, le gouvernement, au niveau de la CIRGL, devrait réclamer que la destination de toutes les productions qui se trouvent dans des zones contrôlées par les groupes armés soit documentée, que le M23 dise au monde entier où va la production de Roubaïa. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est le gouvernement qui doit s'attaquer maintenant aux groupes rebelles, ce n'est pas nous. Ou aux pays qui sont soupçonnés de s'approvisionner dans les zones contrôlées par les groupes rebelles. Mais nous, on ne peut pas acheter les minerais provenant de Massissi, de Roubaïa ou de toutes les zones contrôlées par les groupes rebelles. On ne peut pas. Maintenant, c'est au gouvernement, de récupérer ces zones-là sous son contrôle, soit d'exercer une pression au niveau international pour demander des comptes aux États voisins qui se retrouvent dans les zones qui sont directement connectées aux partis contrôlés par le groupe armé. Moi, je vais donner l'exemple. En 2003, je pense, ou 2004, la RDC avait demandé le boycott du diamant du Congo-Brazzaville parce que le Congo-Brazzaville était soupçonné de services de transit au diamant produit par le MLC de Jean-Pierre Bemba. Et au niveau du processus de Kimberley, la RDC a finalement obtenu gain de cause. Donc, s'il y a une augmentation anormale de la production dans un pays voisin actuellement, on peut faire le lien avec l'occupation d'une partie du Nord Kivu par le mouvement rebelle. On peut dire, bon, peut-être c'est l'Ouganda ou c'est n'importe un autre pays qui en a profité et maintenant demander au niveau de la CIRGL, parce qu'on a un mécanisme régional de certification où toutes ces questions devaient être traitées. Ce n'est plus l'affaire des opérateurs économiques. Donc, d'ici là, je pense que nous pouvons prendre 30 à 45 minutes pour revenir et continuer la suite de notre programme avec les deux derniers panels qui nous restent.
les définitions, qu'est-ce que l'énergie renouvelable? L'énergie renouvelable, c'est une source d'énergie dont le renouvellement naturel est assez rapide pour qu'elle puisse être considérée comme inépuisable à l'échelle du temps humain. Elle provient des phénomènes naturels cycliques ou constants induits par les astres, lune, soleil et ainsi de suite. C'est comme ça que au niveau de la technologie nucléaire, on qualifie le nucléaire comme une énergie renouvelable, même si les effets ne sont pas forcément bénéfiques pour l'environnement. Ensuite, la transition énergétique, c'est le changement structurel à long terme vers des systèmes énergétiques durables. Donc, aujourd'hui, on va par exemple considérer notre usage du bois pour préparer. On doit arriver maintenant à consommer moins de bois de chauffe, et pour cela, on doit trouver des matières qui vont remplacer cela. Mais ça ne se fait pas généralement sur une année ou deux. Ça prend un peu plus longtemps, ça prend beaucoup plus longtemps, et c'est dans ce cadre-là qu'on parle de transition énergétique. Nous intervenons sur comment mobiliser les investisseurs et le fonds nécessaire dans le secteur d'exploitation des énergies renouvelables en faveur de la transition énergétique. Mais je voudrais par devant prendre une parenthèse, parce que sur la grande thématique du panel 2, on parle bien de l'évaluation des impacts sociaux, économiques et environnementaux. Nous sommes dans le secteur minier en particulier, et qu'au regard même de l'existence de ces secteurs, que ce soit dans toutes les phases de demande des titres, que ce soit le titre de recherche ou d'exploitation, éventuellement toute nature de droit minier qui soit demandé, au regard de leurs activités, toutes ces activités génèrent des impacts, qui soient des impacts environnementaux et sociaux. Il est important que les entreprises minières ou les demandeurs de ces titres connaissent qu'il faudra, au regard de ces impacts, qui peuvent être non seulement, parce qu'on parle d'impact, ce n'est pas seulement un impact négatif, les impacts peuvent être positifs également. Et que s'il y a des impacts positifs, il faut les bonifier, et que s'il y a des impacts négatifs, il faut trouver des mesures qui soient des mesures de compensation. Et dans le secteur minier plutôt, c'est un secteur qui génère beaucoup plus d'impacts qui soient dans la pratique, qui soient des impacts négatifs. Nous le démontrons au regard de l'expérience que nous avons dans le secteur, notamment en ce qui concerne le droit minier de recherche et d'exploitation. Il n'y a pas de projet de mine sans énergie. Pas seulement mine, infrastructure, pas d'énergie, pas de projet. Et je sais que la plupart des projets sont éventuellement des projets pour d'ordre qui soit, moi j'appelle d'ordre de prestige ou machin, parce que je l'ai dit tantôt, c'est un financement des Américains à travers USTDI, et aussi ils financent les projets dans le secteur des énergies renouvelables. Mais curieusement, ceux qui ont appelé cet investisseur, ils préconisent avoir des véhicules électriques dans une ville comme Mbandaka. Est-ce que c'est un besoin pour l'instant, alors qu'il y a des besoins et des projets prioritaires? Donc, ceci étant, c'est que lorsque on présente des projets, éventuellement, il faut regarder la priorité de projet, la nécessité au regard du besoin qui s'est fait sentir. Donc pour commencer, par rapport aux opportunités que nous avons ici en RDC, je suis bien contente de me retrouver à la fin, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu un résumé de tout ce qui a été dit depuis le départ. Donc les opportunités de développement de chaînes de valeur pour les minerais en RDC sont vastes, compte tenu de son potentiel minéral considérable.
et de la demande mondiale croissante pour ces ressources. Premièrement, la transformation locale. Il est important d'investir dans des infrastructures et des installations de transformation de minerais localement. Exemple, construction d'usines pour pouvoir obtenir de la valeur ajoutée sur nos minerais. On prend le cobalt et que l'on puisse transformer cela en batterie ici localement afin de vendre un produit fini. Deuxièmement, ça serait l'intégration verticale. On parle ici de développer des entreprises qui couvrent plusieurs étapes de la chaîne de valeur, à commencer par l'extraction minière jusqu'à la transformation, en passant par la logistique et la distribution. Cela peut créer des emplois locaux et stimuler l'économie nationale. Troisièmement, il s'agit du partenariat public-privé. Je pense que tout à l'heure, c'est monsieur l'ingénieur de CFM qui a parlé de CDMC qui faisait un partenariat public-privé et qui a l'air de bien fonctionner. Et ensuite, quatrièmement, nous avons la diversification des produits. Explorer la possibilité de diversifier la gamme de produits miniers pour répondre à une demande variée sur les marchés mondiaux. Par exemple, la transformation du brut en produit fini ou en produit semi-fini. Cinquièmement, la responsabilité sociale et environnementale. Intégrer des pratiques responsables en matière sociale et environnementale tout au long de la chaîne de valeur, y compris des normes élevées en matière de droits de l'homme, de santé, de sécurité au travail et de la protection de l'environnement. Nous sommes ouverts à toutes vos questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Sandrine, pour ce beau résumé de tout ce qui a été dit aujourd'hui. Merci. Maintenant, place aux questions. Questions adressées à nos trois panélistes. Questions, mais aussi contributions, aussi commentaires par rapport à ce que nos trois panélistes ont eu à nous partager. Je me nomme Touvé Wundi, je suis directeur provincial de la RTNC. Je m'intéresse beaucoup aux questions de l'environnement. Ma préoccupation se situe dans les énergies renouvelables. Est-ce que aujourd'hui, au niveau de la République démocratique du Congo, avons-nous déjà mené une bonne étude pour savoir quelle est notre capacité à migrer vers l'utilisation des énergies renouvelables que de continuer à utiliser les fossiles? Merci beaucoup. Moi, c'est Justin Kazé. Je suis le coordonnateur de CFM au niveau du territoire de Massissi. Bon, je vais passer dans la voie de mon prédécesseur parce qu'il a juste touché à ma préoccupation. Donc, en ce qui concerne l'impact que vous avez évoqué là, il s'observe à ce qui concerne les gaz à effet de serre, qui constitue un problème au niveau mondial. La RDC est vraiment un pays solution. Alors, je me suis posé une question car juste madame était en train d'exposer. Depuis un certain temps, des années d'ailleurs, on a considéré nos forêts comme étant un patrimoine mondial. C'était en guise d'apporter une solution à ces gaz à effet de serre qui constituent un problème non seulement à l'environnement ici sur Terre, mais qui est en train d'endommager la couche d'ozone qui constitue notre parapluie vis-à-vis des rayons solaires. Donc moi, je me pose la question. Nous sommes les deuxièmes poumons en ce qui concerne cette capacité de séquestrer ces gaz. Alors je me pose la question et je vous la pose aussi, surtout à Madame Mathia. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a une compensation par rapport à ça? Parce que au moins pour les quelques informations à ma disposition, les pays qui servent d'une solution à ces problèmes, il y a quelque chose qui revient en termes de compensation. J'aimerais savoir si le cadre légal actuel est favorable à cette transition.
Et surtout, ces cadres légaux, est-ce qu'il est aussi favorable à accompagner cet impact environnemental et social positif? Oui, je parle pour le compte du secteur de Bakano. C'est un secteur qui se trouve dans les territoires de Walikale, voisin au secteur de Wanyanga. J'ai beaucoup aimé les présentations des experts, même Sandrine dernièrement. Mais si je me mets dans la place du citoyen ordinaire de ce secteur, tout ce qu'on dit paraît comme une théorie. Parce que mon secteur, comme d'ailleurs tous les secteurs, tous les milieux ruraux, les gens vivent de la forêt, ils coupent les bois de chauffe. Vous voyez, même quand on commence à parler de l'énergie renouvelable, c'est comme si, en tout cas, ils ne sont pas concernés. Je voudrais même dire ici que même les sociétés industrielles, nous avons là-bas Alphamine, n'utilisent même pas l'hydroélectricité comme énergie. Ils utilisent les groupes électrogènes. Alors, pour les populations, je ne sais pas comment vous conciliez tous les développements que nous avons en termes de loi, maître, en termes d'avancées, en termes de pratiques éco-responsables, pendant qu'il y a un décalage criant avec ce que nous vivons. Et ce serait vraiment ne pas reconnaître les réalités du pays. Ça, j'ai voulu quand même relever. Qu'à cela ne tienne, pour ce qui concerne mon secteur, bon, il y a quelques actions. Je vais commencer par peut-être une action, la construction, les PASBECO dans le cadre des projets autour des PNKB avait construit, si vous voulez, un centre multifonctionnel. Ce centre multifonctionnel avait été construit par PASBECO, mais qui n'a jamais joué son rôle. On s'est juste limité à construire un bâtiment et ce bâtiment ne joue pas son rôle. Prochaine question ou intervention? Oui, je suis Rosalie Bissimwa. Je suis la coordonnatrice des dynamiques des femmes des mines, une organisation de la société civile congolaise thématique mine. Au fait, en parlant de la transition énergétique avec la RDC, je félicite tout d'abord les panélistes. Ils sont quand même experts et ils ont donné les meilleurs d'eux-mêmes pour nous faire comprendre certaines choses. Mais sur le cas de la transition énergétique, j'ai bien suivi l'intervention de madame. Et pour moi, je pense que quand elle-même elle a évoqué, est-ce que la RDC est vraiment prête pour une transition énergétique, si je peux dire saine? Pour moi, je pense que le problème réside tout d'abord sur la mise en évidence ou la mise en pratique de la législation. Parce que notre législation elle-même, tout d'abord, sur les plans légal régissant le secteur minier, il y a quand même des avancées, si on peut le dire. Le Code minier de 2018 donne quand même des avancées sur le plan social, sur le plan environnemental, mais l'applicabilité. Par exemple, pour les communautés, aujourd'hui, il y a beaucoup de sources de financement pour le développement. Mais est-ce que ces communautés sont vraiment aptes et sont capables de recevoir des millions qu'ils reçoivent, par exemple, dans les secteurs industriels? Ils sont vraiment capacités? Ce sont des questions que nous tous, on se pose et parfois qui causent des problèmes. Sur les plans de la transition énergétique, aujourd'hui, vous allez constater que la plupart des minéraux qui seront utilisés dans la transition énergétique ou soit dans l'énergie renouvelable, à l'instar du cobalt, à l'instar de lithium,
nickel et les coltans. Ce sont des minéraux, oui, qui sont exploités. Par exemple, si je peux le dire aujourd'hui, c'est le cobalt qui est un peu très bien structuré parce qu'il y a quand même des entreprises, des renommées qui exploitent cela. Mais pour le cas du coltan, par exemple, c'est quand même, on est toujours dans l'artisanat et semi-industriel. Et aujourd'hui, avec certaines entreprises ici chez nous, nous voyons quand même qu'il y a quelque chose d'espérant. Mais pour moi, je pense que nous tous, on devrait se poser la question, qu'est-ce que la RDC peut faire pour booster ça? Parce qu'aujourd'hui, si on prend le cas du coltan, au moins 60% du coltan du réserve mondiale se retrouve au niveau de la RDC. Peut-être, si nous pouvons ressortir ici avec une recommandation peut-être, pour voir qu'est-ce que nous, Congolais, nous pouvons faire, pas seulement demander au gouvernement, soit une recommandation, une suggestion, pour que, c'est vrai, la législation est là. Mais non, les minéraux de la transition énergétique, par exemple, qui seront utilisés, qu'est-ce que le pays peut faire? Parce que Madame Yvette elle-même a donné même l'exemple. Si le pays se montre d'une certaine manière le monopole de ces ressources naturelles, on peut avoir une mainmise sur ça. Si on exploite, on détruit. Et si on fait ressortir ces minéraux-là pour essayer un peu de construire les batteries électriques, ça essaie un peu d'alléger la pollution. Alors pourquoi chercher quelque chose de ce contraire? C'est un peu ça. Je vais juste intervenir, pour répondre à quelques préoccupations, pas répondre à des préoccupations, mais donner une petite contribution sur... Non, on va continuer. Je suis aussi avec vous, non? J'interviens aussi. All right. Premièrement, oui, il nous arrive pour pouvoir organiser un événement comme celui-ci, il faut avoir un minimum de connaissances du secteur qu'on a choisi. Donc oui, nous parlons avec les miniers. Et la raison d'être d'un événement comme celui-ci, c'est justement de pouvoir toucher du doigt certaines problématiques qu'on ne peut pas adresser dans un autre cadre que celui-ci, pour au moins ouvrir les portes des possibles. Nous n'aurons jamais la prétention de venir ici pour apporter des solutions aux problèmes qu'il y a, mais nous avons la certitude qu'en ouvrant des cadres comme celui-ci, les personnes qui travaillent dans le secteur vont pouvoir soit formuler des recommandations à qui de droit, soit prendre des dispositions à leur niveau pour pouvoir alléger un temps ou répondre aux problématiques qui se posent. Prenons par exemple le cas de Walikale, vous avez dit, monsieur? Ok. Et la question, si j'ai bien compris votre préoccupation, c'est il y a un gros écart entre ce que les panélistes ont soutenu tout à l'heure et la réalité sur le terrain. Et je pense que vous avez fait référence à des gens qui ont vécu longtemps avant en Afrique et qui utilisaient presque les mêmes techniques aujourd'hui pour vivre, en utilisant le bois de chauffe, ainsi de suite. Retenons quand même aujourd'hui que le contexte a beaucoup évolué. Et à ce niveau-là, mon humble avis, c'est qu'il faut commencer d'abord par l'éducation de la population. Il n'est pas ici dit qu'on va arrêter d'utiliser le bois de chauffe, mais si on utilise et qu'on replante, peut-être dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans après, nos enfants auront toujours une petite forêt quelque part. Juste une piste de solution. Je pense qu'il y a un sérieux problème d'éducation et ça ne demande pas forcément qu'un gouvernement vienne nous dire ce qu'on a à faire. Il y a un président américain qui disait, à un moment donné, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce que je fais pour mon pays. C'est des pratiques du quotidien. C'est ce que nous disons à nos enfants. De la même manière qu'on demande à nos enfants de ne pas jouer avec le feu, on peut leur dire, quand tu coupes l'arbre là, est-ce que tu as pensé à replanter? Je donne juste un exemple. Et je vais survoler un peu plusieurs questions comme ça. Et donc, ce cadre-ci, c'est adresser les problèmes. N'est-ce pas, madame? On sait qu'il y a un problème de, je dis n'importe quoi, de sécurité. Ce n'est ni vous, ni nous qui pouvons résoudre le problème. Mais si on n'en parle pas, il n'y aura jamais de solution. Nous en parlons parce que nous sommes concernés et ce cadre se veut justement, cette plateforme-là qui adresse ces genres de questions pour que chacun à son niveau,
par rapport à sa parcelle de pouvoir, puisse apporter une pierre à l'édifice d'un changement durable et positif pour l'avenir de notre pays. Je suis Jean-Claude Skoulimouchi. Je suis expert en mine et géologie. Je suis aussi chimiste. Au fait, par rapport à ces thématiques, il est à signaler qu'il n'existe pas de sociétés minières sans impact. Et ces impacts peuvent être très positifs comme négatifs. Ça, il faut toujours s'y attendre. Mais les résolutions qu'on doit prendre, c'est ça ce qui doit, disons, intéresser. Ici, j'ai pris quelques éléments. Mes préoccupations, d'ailleurs, je vais les adresser directement à Madame Sandrine. De sorte que quand elle propose, ou bien quand nous serons en train de proposer des solutions, qu'on puisse tenir réellement compte de cela. Je vais parler, par exemple, de ce mouvement de population qu'on constate, par exemple, qu'on est obligé de déplacer toutes des villages juste pour des travaux miniers. Au-delà de cela, il y a des services aussi qui se créent. C'est-à-dire, les gens sont obligés d'abandonner leurs services habituels pour se fouiller dans des services de mines. N'est-ce pas? Ça, c'est un impact. Ça peut être positif comme ça peut être négatif. Puisque celui qui faisait les champs, il est obligé d'abandonner et travailler dans des mines. Alors, qui va produire la nourriture? Les gens qui font les mouvements, par exemple, les expatriés qui sont obligés de venir, deviennent aussi des consommateurs. Ils ne viennent pas avec la nourriture, mais les gens qui produisent là-bas sont obligés de subir cet élément là-bas. C'est-à-dire, c'est une réalité que nous devons tenir compte, à laquelle nous devons tenir compte lorsque nous faisons nos réflexions par rapport à des points pareils. On parle ici de feu de bois. Est-ce que le feu de bois, les gens ils font ça par plaisir? Non, je ne pense pas. Si vous donnez à quelqu'un un réchaud, je pense qu'il sera plus content que d'utiliser les bois tout le jour. Donc, je pense que la RDC a besoin d'être développée et qu'il y ait accès à l'électricité partout, parce que nous en avons le moyen. Et aussi se focaliser sur chaque province, chaque secteur, et puis éduquer la population. Ma dernière préoccupation est que, nous produisons de lithium ici en RDC, et tout le monde aujourd'hui nous parle de batteries pour des voitures électriques. Quand nous regardons à l'échelle mondiale du niveau de la pollution, même l'énergie fossile dont on parle aujourd'hui par rapport aux véhicules qui polluent la planète représente 3% seulement de la pollution. La majeure de la pollution nous provient de volcans et des océans. Donc je pense qu'aujourd'hui, si on devait se concentrer à quelque chose, ça serait plus sur développer par exemple le secteur de lithium, produire assez de batteries, à utiliser peut-être l'énergie de la photovoltaïque. Mais je pense encore la RDC n'a pas besoin de la photovoltaïque. Notre barrage d'Inga a assez de puissance pour fournir assez d'électricité pour tout le monde. Est-ce qu'on n'est pas entré dans le jeu de l'Occident? Je me demande, parce qu'on n'a pas le même problème, on n'a pas aussi les mêmes nécessités. Donc voilà. Ma question, au fait, en tant que banquier, nous finançons les mines, les miniers. Et dans le plan de financement, nous avons une due diligence qu'on fait qu'on appelle ESDD, ça veut dire Environmental Social Due Diligence, où on fait des évaluations pour voir si les miniers respectent les normes internationales et les lois du pays pour ne pas polluer l'environnement et aussi encadrer les communautés locales. Mais nous constatons que dans notre industrie minière, il y a un déficit énergétique. Et ce déficit énergétique pousse aux miniers à recourir aux groupes électrogènes qui polluent l'atmosphère. Et cette pollution, selon la tendance mondiale, nous voyons qu'il y a un changement climatique. Et ma question est celle-ci. Quel est l'impact
de ce changement climatique dans l'économie en RDC et qu'est-ce que nous pouvons faire ou quelle est sa contribution dans l'industrie minière, ou je peux prendre dans l'agriculture, dans l'énergie et dans l'industrie minière. Chaque année, nous payons la taxe de pollution. Qu'est-ce que l'État fait pour entretenir cette atmosphère-là qui est polluée sur base de moyens qui sont toujours débloqués par les sociétés, entre guillemets, pollueuses? J'ai à peu près 7 pages où j'ai noté les questions. Il y a beaucoup de préoccupations. Bon, ce que j'ai peut-être pas dit, c'est qu'avant de passer mon test pour le barreau, de faire mon master, j'ai travaillé pour une société minière. Et dans la société minière où j'ai travaillé, je gérais le paiement de la redevance minière, les initiatives de RSE et les choses qui vont dans cet ordre-là. Alors, je vais répondre aux questions qui me sont adressées une par une, mais je voudrais d'abord signifier que beaucoup des préoccupations qui ont été abordées ici, ce sont les mêmes préoccupations, les mêmes points de vue qui sont présentés lors des négociations internationales. Quand vous allez à une COP par rapport aux enjeux climatiques, ils parlent de beaucoup de ces préoccupations-là. Il y a même un principe de droit international de l'environnement qui est énoncé comme la différenciation des responsabilités. C'est-à-dire que les États, en fonction, eu égard à leur contribution à l'émission des gaz à effet de serre, ne peuvent pas être soumis aux mêmes obligations. Aujourd'hui, c'est un peu là où le bas blesse lors des négociations, parce que vous avez des États à travers le monde qui n'ont pas contribué fortement au réchauffement climatique, qui subissent de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique, mais à qui on demande de se comporter exactement comme les grands États pollueurs. Ils ne sont pas d'accord. Le problème est que sur la scène internationale, au niveau du droit international de l'environnement, les acteurs, ce n'est pas que les États et les organisations internationales. On a des acteurs de plusieurs ordres. Il y a le secteur privé qui a compris que s'ils n'entraient pas dans la danse pour représenter eux-mêmes leurs intérêts, ils se verraient imposer des dispositions qui les affecteraient négativement ou qui affecteraient leur profit. Les populations aujourd'hui ont la possibilité de porter plainte ou de se constituer disons, les individus se constituent en communauté pour avoir accès à ces instances et pour avoir un peu plus de poids. D'ailleurs, un autre principe du droit international de l'environnement et même dans notre droit de l'environnement, c'est, je pense, le droit à l'information. Donc, nos communautés locales doivent nécessairement être informées par les miniers des éventuels impacts. Ce qui se passe dans la pratique, c'est que ce n'est pas toujours toute la population qui discute avec les entreprises minières. Vous allez vous rendre compte que le code minier et le règlement, notamment dans les articles, à travers l'article 281 septi, dans le processus de la signature des cahiers des charges, on met le comité local de suivi, CLS comme on appelle. Mais qui compose ces comités locaux de suivi? Il y a le chef des communautés qui sont là.
font-ils le suivi? Parce que qu'on se le dise, dans ce processus, lorsque le chef de localité est devant une enveloppe d'un minier, mais il fait fi de ce qui est obligation sociale et environnementale. Parce que dans le processus des cahiers de charges, de l'élaboration, jusqu'à la signature, j'ai vu quelqu'un de l'Agence congolaise de l'environnement, ce sont des acteurs étatiques qui interviennent dans ce processus. L'évaluation environnementale jusqu'à la mise en application au suivi, ça revient à l'Agence congolaise de l'environnement. Il y a tout un processus de suivi. Parce que le projet de développement qui sont énumérés dans le cahier des charges, ils viennent souvent de PEDEL. Et le PEDEL vient d'où? Ce sont les désidérata des communautés locales à travers leurs représentants. Ils disent, ben, écoutez, chez nous ici, on n'a pas d'école, on n'a pas de route, on n'a pas ceci, et il faut signer ces cahiers de charges. Curieusement, il y a certains des projets qui ne sont pas répertoriés dedans, mais vous êtes le premier à les signer. Ça, c'est un. Le CLS doit faire le suivi parce que c'est un engagement que les sociétés minières ont pris. Est-ce qu'à travers ces engagements, ils les respectent? C'est pourquoi on met le CLS. Vous suivez? Ils ont dit qu'ils vont faire des écoles. Ils vont faire des routes. Je crois, lors de mon intervention à travers le premier panel, j'ai suggéré ça à Madame Yvette. J'ai dit, est-ce une fierté pour la FEC lorsqu'on a une multiplicité des entités de traitement alors qu'on n'a pas d'industriel? Parce que les impacts sont différents. Lorsqu'on a un industriel, on a un autre impact social et économique. C'est différent des entités de traitement. Parce que l'industrie ou l'industriel, lui, au-delà de tout ce qui peut être bénéfice, mais en termes d'emploi, en termes de cahiers de charges et des impacts, en termes de recrutement des jeunes, en termes de tout ce qui peut être suivi comme activité, on aura un impact là-dessus. Mais différemment de ce qui peut être entité de traitement, qui, au regard d'un partenariat avec une coopérative, il achète le produit, il le traite et il l'exporte. Donc, je crois qu'à un certain moment, nous devons nous dire, parce que les dispositions, vous regardez l'article 281, l'article 414 aux annexes du règlement minier, vous avez l'article 404, mais vous avez également, dans la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, vous avez l'article 21, qui oblige que toute activité, quelle que soit la nature, industrielle, agricole, minière, est soumise à une étude d'impact environnemental et social. Pourquoi étude d'impact environnemental et social? C'est pour prévenir. On essaie de prévenir les enjeux environnementaux, prévenir quelles sont les difficultés environnementales qui peuvent surgir et environnementales qui peuvent surgir à l'occasion de la réalisation d'un projet. Donc, comme monsieur vient de le dire, la loi prévoit, il est nécessaire que l'on puisse lire aussi, commençant par le code minier ainsi que le règlement. Cela va beaucoup nous orienter pour avoir des réponses à nos questions. L'impact, il est là. Tout ce que nous essayons de faire, c'est de proposer des solutions, de rester positif et de voir comment est-ce qu'on peut apporter la petite pierre à l'édifice pour pouvoir créer quelque chose de grand et aller de l'avant, améliorer les choses, au lieu de rester dans notre coin et nous morfondre que rien n'est fait, rien n'est dit. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues, mais le problème, c'est l'application. L'application doit vraiment évoluer et être mise en exergue. Donc voilà, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, au nom de Goma Connect, nous tenons à dire notre profonde gratitude pour votre présence à cette journée riche en échanges. Et j'espère qu'elle a été une journée qui va inspirer, au moins à commencer à prendre des résolutions qui vont dans le sens de continuer à transformer le narratif de la région de l'Est de la RDC. Il est temps que l'Est de la RDC ne soit pas perçu uniquement sous le spectre d'une scène de guerre, une scène de violence. Et cela, personne d'autre ne va le faire
à part nous-mêmes. Encore une fois, merci d'être venus. Entre maintenant et l'année prochaine, énormément de choses vont être faites. Nous trouverons toujours des mécanismes nécessaires pour que vous puissiez être au courant de différentes actions que nous allons mener dans le cadre des activités liées au thème qui a été abordé au cours de cette journée ou qui ont été abordés au cours de cette journée. Nous remercions encore également ici tous les sponsors qui ont permis à ce que cet événement soit le succès qu'il a été. Nous saluons donc la Robank, nous saluons CFM, nous saluons Kibali Gold, nous saluons Serena, nous saluons le CCI franco-congolaise, Atlantics, Innovmag, KD, Afoge, Segus, ainsi que Alura. Goma Mining, Briefing, ce n'est pas encore fini, parce qu'il nous reste quand même à aller voir les différents stands qui ont été dressés, une partie juste à l'entrée de la salle et une autre partie dans le jardin. Je vous inviterai donc à suivre nos différents protocoles pour qu'ils nous dirigent vers les stands. L'occasion pour nous de pouvoir voir de nous-mêmes les 3T. Parce que quand on parle du coltan, il y en a qui ne savent même pas à quoi ça ressemble à l'état brut. Quand on parle de certains minéraux, on n'a pas forcément une idée. Et aujourd'hui, nous remercions encore CFM qui a amené quelques échantillons qu'on pourrait voir tous avant d'aller visiter d'autres stands où nous allons découvrir d'autres aspects qui n'ont pas forcément été abordés au cours de ces échanges. En même temps, puisque il est prévu qu'on ait une soirée networking, donc juste après, au niveau du jardin, nous allons pouvoir échanger nos cartes de visite et surtout approfondir encore des questions sur lesquelles nous sommes restés sur nos fins. Ce n'est pas en une journée qu'on peut aborder de questions aussi critiques, aussi sensibles, mais commencer à en parler, c'est déjà ouvrir des pistes vers des solutions qui, nous l'espérons, vont être pérennes et vont impliquer chacun d'entre nous en fonction de son niveau de pouvoir. Il n'existe pas des petites actions ni des grandes actions. Il n'existe d'abord que des actions. La définition de leur taille sera définie par l'impact que ces différentes actions seront faites, auront comme impact dans nos vies quotidiennes.